Présidente de l'association Les Brigades des Mères à Sevran. On sait que Sevran a vu partir plusieurs dizaines de jeunes en Irak et en Syrie. Vous avez également écrit avant: on craignait que nos enfants tombent dans la délinquance, maintenant on a peur qu'ils deviennent des terroristes. Comment j'ai sauvé mes enfants? Également avec nous Patricia Chéra, journaliste et auteur avec Dorothée Lépine de l'Impossible Track, et puis Driss Ait Youssef, que l'on connaît bien sur le plateau de LCI, président de l'Institut Léonard de Vinci et auteur pour le compte du ministère de l'Intérieur d'un rapport sur la formation des forces de sécurité publique. Bonjour à vous trois. Bonjour. Question toute simple, on va faire un rapide tour de table. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce plan présenté par le Premier ministre? Est-ce que l'on est toujours, d'après vous, dans le constat, ou bien on passe à l'action? Moi, je pense qu'on a déjà entendu ce genre de discours avec l'ancien gouvernement. Effectivement, là, on est encore dans, quand j'entends tout à l'heure, dans l'évaluation encore et tout ça. Je pensais qu'on avait déjà évalué, justement. Et je pensais que maintenant, il fallait faire des actions concrètes. Et rien de concret pour vous dans ce nouveau plan? J'ai l'impression que ça existait déjà. De toute façon, pour moi, parce que j'ai déjà vu l'ancien gouvernement, ça existe déjà. On a mis en place des cellules en prison, la prévention dans les écoles et tout ça. Moi, je pense aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe. Je pense aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus on a comment accompagner les familles face à la radicalisation de leurs enfants. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place, on appelle ça le plan Vigiparent. On a mis en place. Il y a des familles actuellement qui sont suivies, effectivement, il le disait d'ailleurs. Mais le problème qui se passe, lui, il parle des retours. Mais moi, je pense aussi les retours. Mais ceux qui sont ici dans les quartiers, qui ne sont pas partis, mais qui sont aussi radicalisés que de ceux qui sont venus. C'est ça le problème. On en a ici. C'est ça, il faut pas oublier. Et qui partent plus, par définition. Et qui partent plus parce qu'on a aussi. Et ceux qui sont là, on en fait quoi? Avant d'entrer dans le détail, sur ces annonces du Premier ministre. Oui, moi je pense que c'est un plan ambitieux en tous les cas. Alors certes, on peut déplorer qu'il arrive maintenant, seulement maintenant, 6 ans après la tuerie, l'affaire Mohamed Merah. Mais effectivement, ce qu'on note, c'est qu'il n'y a pas moins de 10 personnalités à l'affiche pour présenter ce plan. Donc la justice, l'intérieur, l'éducation et la jeunesse. Ça, je pense que c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, on axait plutôt sur la répression. Là, on voit bien que le gouvernement axe, muscle la prévention. Il l'a dit, le Premier ministre, c'est une approche large. Alors, il s'inspire, on voit bien, il l'a noté, du programme établi au Danemark. Parce qu'effectivement, c'est un des premiers programmes établis en Europe. Ce ne sont pas des centres fermés, c'est un programme ouvert qui inclut toutes les strates de la société avec les forces de police, la justice, la municipalité, mais également les autorités religieuses, politiques, sociales et psychologiques. Et je pense ce programme dont on a du mal à mesurer les résultats aujourd'hui, mais ça marche. C'est ce qui s'est... Ça concerne qui, les détenus ou ça peut être les personnes qui sont signalées? Ça ne concerne pas les détenus. C'est un programme ouvert. Mais en tout cas, ce sont toutes les personnes qui sont rentrées de Syrie ou celles qui avaient des velléités à partir ou les personnes évaluées comme radicalisées. Oui, tu sais, parce que là, il y a deux tendances. Oui, moi, je trouve que je fais toujours une distinction entre la méthode et le contenu. Sur la méthode, je trouve qu'elle est assez innovante et elle est assez intéressante. Je trouve que de mobiliser un certain nombre de ministres sur cette problématique, qui n'est pas qu'une problématique en termes de sécurité intérieure ou de justice, c'est bien. Le volet éducatif, je trouve que c'est un volet qu'il faut travailler. Après, en termes de contenu, je reste toujours sur ma faim. Parce que, mais c'est assez normal, parce que finalement, j'ai aussi l'impression qu'en termes de constat, le constat, il n'est pas encore totalement abouti. Il y a une véritable réflexion qui est menée, mais avec un constat qui n'est pas abouti. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on parle d'éducation, on ne peut pas parler d'éducation à l'école sans y associer les parents. Et ça, on l'a pas entendu. On ne peut pas parler du travail de la prison, les QR, c'est bien, mais c'est un quartier d'évaluation. Le traitement de la réponse pénale. C'est quoi? C'est quand l'individu est passé par un QR, ensuite après il est à l'isolement s'il est dangereux, ou alors il est mis avec d'autres s'il n'est pas si dangereux que ça. Mais comment on va travailler justement sur l'individu? Donc c'est ça que tu... Et ensuite, le troisième point qui me semble quand même assez essentiel, même si on l'a hélas éludé ces derniers temps, c'est celui du potentiel retour de ces familles. Je ne parle pas des combattants qui ont droit à un traitement spécifique, mais de ces familles avec enfants faits prisonniers en Syrie ou en Irak.
Et donc, on sait pertinemment qu'un certain nombre d'entre eux reviendront. Comment on prépare le retour plutôt que de dire qu'on ne veut pas que ces gens reviennent? C'est une véritable question. Et je pense qu'il y a matière à l'intégrer dans une réflexion un peu plus globale. Je note, juste pour terminer, que c'est intéressant parce que on parlait avant de prévention de la radicalisation, mais quand les individus étaient détenus, il n'y a plus de prévention de la radicalisation, c'est la gestion de la radicalisation. Or, la prévention, c'est quand effectivement on est en amont. Et je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez innovant. Avant de continuer ce débat, on va aller sur place. On va aller à Lille rejoindre Isabelle Thor. Isabelle, donc on vient d'écouter le discours d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui était entouré d'une dizaine de ministres avec une mobilisation qui peut paraître impressionnante. Oui, Édouard Philippe qui a donc pris la parole, vous l'avez sans doute entendu, environ un quart d'heure. Et s'il fallait retenir une phrase de ce préliminaire, eh bien c'est peut-être « l'État ne peut pas gagner seul ». Une phrase qui illustre bien l'appel à la mobilisation qu'il lance aujourd'hui à Lille, entouré effectivement de plusieurs ministres, 10 derrière lui, derrière cette conférence de presse. Alors un appel à la mobilisation du monde associatif, du monde de l'enseignement bien sûr, du monde de l'entreprise aussi, ou celui des administrations. On a vu aussi qu'il avait demandé aux représentants de la communauté musulmane d'aider l'État à lutter dans cette guerre contre la radicalisation, tout en prenant soin de ne pas stigmatiser bien sûr cette communauté musulmane. Et lorsque les journalistes ont commencé à poser des questions, Édouard Philippe a laissé la parole à certains de ses ministres pour mieux montrer que maintenant la lutte contre la radicalisation, c'est l'affaire de tout le gouvernement. Merci Isabelle. On va peut-être parler 2 points que vient évoquer Isabelle. Cet appel aux musulmans de France, on a le sentiment quand même que ce n'est pas franchement nouveau. Et puis l'éducation, c'est un des 3 piliers. Il y a l'école, les services publics et la prison. C'est les 3 points sur lesquels a insisté le Premier ministre. Est-ce que ces écoles hors contrat, c'est vraiment un danger? Qu'est-ce qui se cache derrière ces écoles hors contrat qui sont pointées du doigt? Est-ce qu'il y en a par exemple à Sevran? Oui, non, il y en a bien sûr à Sevran, il y en a de plus en plus dans toute la France. Et qu'est-ce qui se cache? C'est des écoles entre guillemets religieuses. Voilà. Et de plus en plus des parents qui déscolarisent leurs enfants de l'école publique, entre guillemets, et mettent dans ces écoles-là. Eux justifient en disant qu'effectivement l'école publique ne ramène pas de résultats scolaires. Justement, de toute façon, il y a un grand échec scolaire, il y a des redoublements, il y a des enfants exclus et tout ça. Et effectivement, en fin de compte, ils ont rempli le vide justement avec ces écoles. Pour vous, c'est vraiment un danger? Alors le mot danger, je ne sais pas si c'est le mot danger, parce qu'il n'y a pas que l'école, malheureusement. Il y a tout le quartier, il n'y a pas que l'école. Les enfants, bien sûr, sont toute la journée à l'école, mais après, il y a l'extérieur aussi qui est dangereux. Et il y a aussi les personnes qui encadrent ces enfants aussi. Il faut faire très attention aux formations. Qui encadre les enfants? À qui on confie nos enfants? Parce qu'il y a les professionnels aussi. Et aujourd'hui... comme tout à l'heure, on disait... L'allusion aux activités. Aux activités, l'aide aux devoirs, c'est eux qui emmènent en vacances. En fin de compte, le religieux, moi je pense, je ne suis pas trop d'accord quand il disait tout à l'heure, effectivement, c'est aux musulmans, le truc, c'est à tous les citoyens. Parce que les musulmans qui sont là dans les quartiers, qui parlent justement, qu'est-ce qu'ils vont dire justement à d'autres musulmans? Moi, je pense que le danger, il est au-delà de ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, après on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, je suis dans le terrain depuis 25 ans, je connais les quartiers, je suis de culture musulmane, je sais le dégât des terrorismes, j'ai vécu le terrorisme en Algérie, et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore pris conscience du danger. J'ai l'impression il a quand même dit en introduction de son discours, la radicalisation islamiste menace notre société. Donc c'est oui, entre dire des choses, ces mots-là, on les a déjà entendus. Aujourd'hui, on doit aller dans l'action, on doit vraiment aller voilà, nous, on est sur le terrain. Moi, j'invite toutes ces personnes-là à venir sur le terrain et voir la réalité du terrain. Et je peux vous dire, en plus, je voulais revenir sur quelque chose, sur les lois tout à l'heure. Le problème, ça ne sert à rien de faire des lois, elles ne sont pas appliquées. On a peur d'appliquer les lois. Par exemple, je prendrai un exemple, je ne sais pas si c'est le bon exemple. Par exemple, on prend l'exemple des femmes niqabées. Je ne parle pas du foulard, des femmes qui sont niqabées. Il n'y en a aucune qui est verbalisée. On voit que les yeux, pour faire ça. On ne le verbalise pas parce qu'on a peur justement des émeutes et tout ça. Alors on vous dit, on ne peut pas verbaliser. C'est ça. Ça ne sert à rien de faire des lois si on a peur de les appliquer après. Juste sur le... Il y a une part de vérité quand même dans... Oui, non, mais absolument. Mais dans le volet éducatif, vous avez 2 aspects. Le premier aspect, c'est public, et le deuxième aspect, c'est privé. Relatif à l'aspect public, c'est effectivement la mise à disposition
d'outils pédagogiques pour les enseignants, de sorte effectivement à contrebalancer, contredire ou faire face justement à des Il a théories. commencé par ça d'ailleurs, Voilà, Edouard Philippe, donc tout ça, à je fait, pense par la que- formation du libre arbitre pour justement combattre toutes ces c'est théories ça. du complotisme. Donc- qui, on voit qu'elles gagnent beaucoup de ça, je terrain. pense que- Donc ça, c'était assez important. Absolument. Mais ça, moi, ça, je considère que c'est important et c'est même très bien. Ensuite, effectivement, sur la partie publique hors contrat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va passer d'un contrôle préalable, d'une autorisation administrative préalable à un contrôle continu d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que pour ouvrir un établissement, vous allez solliciter l'administration, c'est-à-dire le rectorat, le préfet, vous allez solliciter y compris le tribunal pour savoir si celui qui ouvre un établissement n'a pas d'antécédents judiciaires qui seraient incompatibles avec l'exercice, etc. Et donc, mais vous envoyez aussi vos maquettes de formation au rectorat. Bon, on vous disait oui, puis après vous pouvez changer ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, ça ne sera plus le cas avec ces inspecteurs spéciaux qui viendront contrôler le contenu. Là, on n'est pas sur un contrôle de l'établissement en termes de sécurité, mais un contrôle de contenu, c'est la connaissance qui est diffusée dans ces établissements. Je trouve que c'est une bonne chose. On occulte juste une chose, c'est ce qu'on appelle les décrocheurs. Or aujourd'hui, on le disait avant, le décrochage scolaire, c'était l'antichambre de la délinquance. Aujourd'hui, force est de constater que le décrochage scolaire, c'est aussi l'antichambre de la radicalisation extrémiste, islamiste, qui elle-même est l'antichambre du terrorisme. Voilà, c'est un aspect qu'il faut aussi avoir en ligne de mire et en impliquant les parents. Personne ne peut considérer aujourd'hui, pas même le ministre, d'ailleurs je pense qu'il ne le considère pas comme ça, que l'éducation, l'école, c'est l'éducation, mais ça ne dispense pas les parents de participer à l'éducation de leurs enfants. Et comment on fait pour entrer dans cette sphère privée Dans cette justement, sphère privée, qui effectivement fait défaut au discours d'Edouard Philippe? par les associations, certainement. Mais pour en venir à l'éducation nationale, je pense qu'il y a deux volets abordés. C'est-à-dire, il y a le rôle de l'éducation nationale, mais le rôle de l'école, c'est d'accéder à la connaissance. Ça n'est pas d'éduquer les enfants. Donc là, Tout à fait. effectivement, l'éducation Il y a un rôle des éducatif, enfants... quand même. Oui, mais la priorité de l'école, c'est d'accéder, de faire accéder à ses élèves à la connaissance. Et le deuxième volet, c'est effectivement comment on gère ces écoles privées. Alors effectivement, il y a même des écoles dans certaines banlieues, des écoles qu'on ne contrôle pas, des petites écoles de façon très Pas anarchiste. d'autorisation. Qui n'existent Sans même pas, autorisation. enfin, sont Qui au-delà de n'existent leur pas, qui contrat, n- c'est non. qu'il y en a eu de fermés récemment en région parisienne avec une vingtaine d'élèves, enfin personne n'avait connaissance. Exactement. Donc, c'est un vrai problème. Il y a le cas de 2 enfants qui étaient scolarisés dans cette école, qui sont partis ensuite avec leur père en Syrie. Et quand ils ont mené une enquête pour savoir quel était le profil de cette famille, les parents, les enfants, et ils se sont rendus compte que les enfants n'étaient plus inscrits dans l'école de la République, mais qu'ils étaient quelque part dans une école qui n'était même pas répertoriée ni référencée. Merci beaucoup, Patricia Jarre. On en reparle restez avec nous, dans quelques d'ailleurs. instants. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Et puis, on revient sur ce nouveau plan dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite.